Avec les personnages mythologiques, c'est vraiment un grand amour depuis très longtemps. Effectivement, j'ai une formation de comédien et je fais de la mise en scène depuis le début de ma carrière artistique, professionnelle. Mais l'écriture, je pense que je suis tombé dedans quand j'étais petit, hein, c'est-à-dire que, aussi loin que je me souvienne, dès que j'ai su écrire, j'ai commencé à écrire des histoires. C'est-à-dire que dès 8 ans, j'ai commencé à écrire des courtes d'histoire, des nouvelles, des choses. Alors, c'était pas vraiment conscient dans le sens où j'avais pas des projets officiels de dire tiens, je vais faire ça. C'est juste que c'est venu. Et quand je regarde aujourd'hui dans mes placards, dans mes tiroirs, dans mes cartons, je redécouvre des textes et je me rends compte que j'avais 8, 9, 10 ans déjà. C'était plutôt des réécritures, des pastiches. Je voyais des pièces et je réécrivais d'autres versions. J'avais une idée d'histoire, j'écrivais une nouvelle, etc. Et même à l'école, je n'étais pas forcément un très bon élève en rédaction, mais ça m'intéressait. Donc j'ai écrit, j'ai beaucoup écrit adolescent, étudiant notamment, et dans les trajets, dans les transports. C'est-à-dire que je passais des transports, des longs trajets de transports en commun, sur des papiers. J'ai de nombreux textes qui sont écrits assez mal, avec des crayons ou des stylos, sur des papiers brouillons. Et voilà, j'ai des textes entiers, des pièces entières qui sont restées dans mes tiroirs. Et puis un jour, je crois que j'avais monté un certain nombre de spectacles avec des grosses équipes. J'ai eu envie d'écrire un texte totalement pour moi, j'avais besoin de le sortir. C'était des bouches à nourrir. Et ça a marqué aussi un retour sur scène. C'est-à-dire que moi qui étais metteur en scène depuis plusieurs années, tout d'un coup j'ai décidé que j'allais me mettre à rejouer, vraiment, un texte de mon cru que je mettais moi-même en scène, ce que je m'étais tout à fait interdit de faire, mais c'était un message aussi, j'avais besoin de sortir ça. Et puis, voyant que ce texte avait peut-être un intérêt, je me suis décidé à l'envoyer à des éditeurs. Et donc, si le texte a été créé sur le plateau en 2012, il a été édité en 2016. Ça explique l'écart, c'est que je crois que j'avais pas confiance, je ne savais pas encore si ce texte était valable. Je pense toujours au plateau. Je dis toujours, je n'écris pas de la littérature, j'écris des partitions pour le plateau. Je pense toujours à des acteurs, à des voix, à des rythmes sur scène. C'est-à-dire, j'imagine comment les acteurs doivent rythmer leurs textes, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il faudra absolument le faire, mais c'est comme ça que j'écris. Ensuite, j'écris souvent, comme j'écris pour des acteurs que je connais, souvent j'écris et c'est eux qui vont interpréter les rôles. Mais je crois qu'il faut apprendre justement à un peu comme on a un enfant et le laisser partir de la maison. Il faut que j'arrive à me détacher de cela. C'est pour ça que mon dernier texte qui va être édité, La Trouvée Astérion, je n'ai pas l'intention de le monter, pour le moment en tout cas, parce que je pense qu'il serait bon que je sois un peu dépossédé de la mise en scène, du passage au plateau de mes textes, pour que d'autres puissent s'en emparer, en faire quelque chose. Parce qu'effectivement, j'ai un rapport très amoureux, très affectif avec les textes, mais aussi avec les acteurs. J'écris pour des acteurs, donc il va falloir apprendre à m'en détacher. J'ai découvert la mythologie, comme j'ai découvert le théâtre d'ailleurs, parce que j'avais une grande sœur qui s'intéressait aux deux. Et c'est devenu obsessionnel. J'ai lu, je connaissais des pages de livres par cœur. J'étais très intéressé quand j'étais enfant, notamment par les dieux, les personnages divins. Quand j'étais au collège, j'ai essayé de construire un arbre généalogique. À l'époque, on n'avait pas Internet. Et donc, j'ai voulu faire l'arbre généalogique des dieux de l'Olympe le plus précis possible. C'était mon projet. Aujourd'hui, il en existe des centaines sur Internet, mais à l'époque, on en trouvait dans des livres, mais ils étaient toujours par morceaux, quoi. Et puis, en grandissant, je me suis intéressé, notamment en lisant des textes de théâtre, à tous les personnages mythologiques mortels, beaucoup plus. Donc, je me suis beaucoup plus intéressé aux Atrides, notamment, qui est vraiment mon thème de prédilection, je pense, dans la mythologie. Mais ce qui m'intéresse toujours, c'est ce choc qu'il y a entre le mythe et le monde moderne. C'est-à-dire, je crois que chaque moment, chaque époque, chaque personne peut trouver dans un épisode mythologique une résonance. Et donc, je crois que moi, je fais mon travail là-dessus. C'est-à-dire, je trouve des résonances et j'en fais des pièces. Mais tout le monde, en fait, peut lire la mythologie
et y trouver quelque chose. La mythologie, pour moi, c'est quelque chose de vivant, c'est une matière vivante. Et comme je connais ces personnages depuis longtemps, j'ai l'impression que ce sont, si ce ne sont pas des amis, si ce n'est pas de la famille, ce sont des connaissances, des gens que j'ai croisés, des gens qui me sont familiers. J'ai un rapport voilà, comme ça extrêmement familier, extrêmement direct avec les personnages. J'ai l'impression de les connaître personnellement. Et d'ailleurs, on m'a fait plusieurs fois la remarque que quand j'en parlais, on avait l'impression que je parlais de gens que je connaissais, quoi. Alors, c'est pas uniquement avec les personnages mythologiques, c'est aussi le cas avec des personnages de théâtre que je connais bien, ou de textes que j'aime beaucoup, donc je pense que c'est une sorte de mécanisme personnel. Mais avec les personnages mythologiques, c'est vraiment un grand amour depuis très longtemps. Comme je connais beaucoup la mythologie, j'en connais de nombreux morceaux, euh, c'est toujours difficile de faire des choix. Et toutes les fois où j'ai voulu choisir, c'est-à-dire où j'ai voulu absolument me dire ah bah tiens, je vais tout d'un coup travailler sur ce sujet-là, tout d'un coup je vais écrire une pièce sur ce sujet-là, ça échoue. Ça vient toujours dans l'accident de la rencontre. Par exemple, pour Gloire de Juno, on m'avait commandé une pièce sur des voisins de palier dans un immeuble. Voilà. Et à partir de ça, j'ai décidé de laisser le sujet respirer. Et puis j'ai eu cet épisode mythologique de la vie d'Héraclès qui m'est venu, qui n'avait aucun rapport avec le sujet. Et je me suis dit, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est cette rencontre entre un sujet et cet épisode-là. Quand j'essaye de réfléchir sur ce que j'écris, j'emploie l'expression dramaturgie du ratage. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est les personnages qui ratent, qui ne réussissent pas. Je crois que là, j'ai beaucoup lu Molière et que ces grands personnages qui échouent, quoi. Arnolphe échoue dans son projet, Alceste échoue dans son projet. Même dans Les Femmes savantes, c'est un carnage, c'est-à-dire que à quel prix Henriette épouse Clitandre, etc. Et puis Armande, qui se veut être à la fois savante et, euh, et en même temps être heureuse, s'effondre, quoi. Donc je crois que j'ai beaucoup lu Molière et en conséquence, en ayant lu beaucoup Molière, je suis influencé par cette question du ratage, qui je pense est beaucoup plus intéressante que la fin heureuse, hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans le théâtre de Molière, mais aussi dans le théâtre de Marivaux, ça grince toujours à la fin, hein. C'est toujours une fin relative, la fin heureuse est relative. Ce qui m'intéresse, c'est ce ratage parce que je crois que le théâtre est fait pour questionner le public, le spectateur. Donc ça ne m'intéresse pas une histoire qui finit bien. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas marché. Les personnages mythologiques ont souvent des destins terribles. Et même certains de mes personnages qui ne sont pas tirés de la mythologie ratent, hein. C'est le cas de Marina qui voudrait s'enfuir, qui voudrait s'envoler. Alors on ne sait pas si c'est un suicide, une folie ou simplement une image qu'elle va changer de carrière, changer de vie, quitter tout ce qui est du domaine de l'art. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce ratage, cette fuite, cet endroit où on se dit bah, de toute façon ça ne peut pas fonctionner. Et je crois qu'au contraire, ce n'est pas désespérant parce que ça permet au spectateur de se dire bah si, il faut se battre, bah si, il faut continuer, bah si, c'est dommage, bah si, c'était une bonne idée. Je crois que ça, au contraire, ça relativise, le ratage relativise le regard du spectateur. Alors que si ça se termine bien, bon, bah, il n'y a plus rien à dire. Et moi, ça m'intéresse quand il y a quelque chose à dire, parce que je ne veux pas que le théâtre réponde à des questions, je veux que le théâtre pose des questions. Je me méfie de la belle langue. J'ai besoin vraiment que les personnages parlent, que ça soit oral, que ça soit concret, et je n'ai pas envie de parler des gens riches et bien portants. J'ai envie de parler des gens moyens, qui ont un langage moyen, même des gens très instruits dans leur vie quotidienne. Ils emploient des mots grossiers, ils font des raccourcis à l'oral. Et ça, c'est très important pour moi, c'est-à-dire, des fois, on me fait la remarque même sur ah, mais ça on dit pas ça, ou ça se fait pas. Et en fait, les mêmes personnes qui me reprochent ça, ils sont aussi grossiers que mes personnages, par exemple. Euh, C'est-à-dire que je crois qu'il faut être un peu objectif et voir que bah, nous, Français, on utilise des expressions parfois pas très élégantes. Notre oral, même si on a une langue magnifique, notre oral n'est pas toujours élégant, pas toujours gracieux.
Et puis, les mots n'ont pas toujours le même sens suivant qui les emploie, dans quel contexte, etc. Donc ça arrive que, par exemple, des personnes élégantes utilisent des mots un peu grossiers. Ça ne veut pas dire qu'ils sont vulgaires. Je fais une grosse différence entre la vulgarité et la grossièreté. Et puis il y a une frontalité aussi qui m'intéresse, c'est-à-dire que je pense être très influencé par les dramaturgies épiques. Donc les personnages peuvent se mettre à raconter et puis tout d'un coup casser ce récit pour s'adresser à un autre. C'est mon côté lagarcien. Mais j'ai aussi ce côté qu'on trouve chez Pascal Rambert, par exemple, cette frontalité où tout d'un coup, il faut s'adresser à l'autre, au public, directement. Il faut dire, voilà, regarder les mots en face, dire les mots, les fracasser contre l'autre ou contre soi-même d'ailleurs. Ce qui fait que parfois il y a de la crudité, parfois il y a de la violence dans mes propos, mais je préférerais toujours une espèce de violence qui questionne, qui dérange, qui interroge, plutôt que de rechercher une belle langue. Je me méfie comme de la peste de la belle langue, parce que je crois que la belle langue n'est qu'un vernis par rapport à ce qu'est le langage. Je suis fasciné par le langage, et notamment par l'oralité. C'est pour ça que je parle de partition et pas de littérature. C'est-à-dire que je suis toujours étonné d'ailleurs quand des profs de lettres, puisqu'il y en a un certain nombre avec qui j'ai eu des échanges, je suis même intervenu en atelier dans des classes de cours de lettres. Et justement, ce qui intéresse les professeurs, c'est précisément cette chose sans concession, où tout d'un coup, on ne cherche pas à faire du joli, on cherche à regarder le langage en face. Et ça permet aussi de faire des pendants avec des textes sublimes, qui sont des belles langues, mais des langues tellement extraordinaires, tellement construites, tellement fabuleuses, comme le théâtre de Racine par exemple, que je ne cherche même pas à me comparer, mais donc justement, plus que je ne me compare pas, autant m'opposer presque pour proposer autre chose. Je suis très 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 sensible aux questions de discrimination, aux questions de stéréotypes de genre, aux questions sexuelles, c'est-à-dire aussi bien les questions d'intimité sexuelle, ce qui est le cas dans Gloire de Junot par exemple, que les questions de rapport entre les sexes. Je crois qu'on a en ce moment un vrai sujet qui est heureusement sur la table, mais je me méfie aussi comme de la peste des stéréotypes inverses, c'est-à-dire que questionner l'égalité des sexes par exemple, c'est accepter que si des hommes ont été mauvais, des femmes vont être mauvaises, par exemple. C'est si les hommes sont violents, eh bien c'est que les femmes sont violentes. C'est ça l'égalité. L'égalité, c'est pas de dire il y a des victimes et il faut les plaindre. L'égalité, c'est de dire nous sommes tous à des moments des monstres, des bourreaux, et tous à un moment des victimes dans des situations. Mais nous ne sommes pas dans des postures de victimes ou de bourreaux. C'est-à-dire qu'un homme, parce qu'il a un pénis, n'est pas un bourreau, et une femme, parce qu'elle n'a pas de pénis, n'est pas une victime. En ce sens, des fois, il s'agit d'inverser simplement les rapports de force, mais je crois que, par exemple, dans Gloire de Junot, Junot est très perverse, très manipulatrice, et c'est tellement construit une carapace qu'elle en est devenue plus dangereuse encore qu'un homme qui prétend la dominer. Pour moi, ça, c'est la vraie égalité des sexes, c'est-à-dire proposer aussi des rôles de femmes terribles, pour que, pour une fois, pour une putain de fois, comme dirait Junot, des actrices jouent des rôles de, si je peux parler comme un enfant, de méchantes, et que ce ne soit pas toujours les méchants messieurs et les dames qui sont les femmes d'eux, les victimes d'eux, les suiveuses, mais parfois des monstres, des bourreaux, des garces, etc. On retrouve ça aussi dans Trouver Astérion avec le personnage de Phaé, qui est une mère pleurnicharde et extrêmement vampirisante, qu'on a envie parfois de secouer et peut-être même d'abandonner parce qu'elle est vraiment terrible. Mais dans d'autres personnages, je pense que dans son genre, Ursula est absolument terrible, avec cette capacité qu'elle a à rabaisser les autres et à se croire toujours supérieure à son employé de maison et aux autres. Et même des personnages très attachants comme Marina, qui par ailleurs est une fille sensationnelle. Elle peut être aussi une véritable garce avec son assistante, être très, très agressive avec les autres. Et elle utilise d'ailleurs ses attraits sensuels et sexuels quand elle est au ministère pour obtenir ce qu'elle veut. Ce qui est à la fois un constat terrible pour les femmes, c'est-à-dire de pouvoir utiliser ça, et en même temps une revanche en disant j'arrive à obtenir ce que je veux
si c'est moi qui le décide. Donc c'est une question éternelle, la question de l'égalité, c'est qu'elle n'est pas fixe dans le sens de qui commande ou qui ne commande pas. La véritable égalité, le véritable rapport de force, c'est que si d'un côté il y a des moments des gens qui dépassent les bornes, et bien de l'autre côté, on doit pouvoir aussi dépasser les bornes. Je pense que c'est ça, c'est là qu'on doit vraiment placer le débat.